Quelque part dans le sud du Texas, à demi enfoui dans le lit asséché d'une rivière, gisaient les ossements d'une jeune femme. Elle était là depuis plus de 10 ans, et lorsque les chercheurs ont enfin extrait ce qui restait de son ADN, la réponse qu'il leur a apportée ne correspondait pas, ni au modèle, ni à la chronologie, ni au récit que des décennies d'archéologie rigoureuse avaient construit, défendu et imprimé dans tous les manuels scolaires traitant du sujet. Pendant des générations, la question de savoir qui avait foulé cette terre en premier semblait réglée. Une seule vague de migrants, un seul pont terrestre, un seul peuple fondateur poussant vers le sud, sur un continent vide. Une histoire simple, logique et presque certainement inachevée. Puis l'ADN ancien est entré en scène. Et l'histoire n'a pas seulement évolué. Elle s'est fragmentée en quelque chose de plus ancien, d'étrange et de bien plus extraordinaire que ce que le consensus avait jamais admis. Ce que la génétique a révélé sur les premiers habitants du Texas ne se contente pas de réécrire le passé de cette région. Elle réécrit l'histoire de l'humanité tout entière. Pendant la majeure partie du 20e siècle, l'histoire des premiers Américains avait un début simple. Il y a environ 13 ans, une population de chasseurs-cueilleurs traversa un pont terrestre reliant ce qui est aujourd'hui la Sibérie à l'Alaska. Ce pont existait bel et bien. Le corridor libre de glace qui s'ouvrit finalement au sud des glaciers existait bel et bien. Et les peuples qui l'ont emprunté ont laissé derrière eux une trace indéniable. Un style d'outil en pierre si particulier, si précis dans sa fabrication, que les archéologues lui ont donné un nom et ont élaboré toute une histoire autour de lui. Les pointes Clovis. Fine, cannelée, mortelle, elle portait la marque d'une culture fondatrice qui s'est répandue à travers l'Amérique du Nord avec une rapidité remarquable. Le Texas était au cœur de cette histoire. Le Texas se situe à un carrefour géographique, un passage naturel pour les populations migrant vers le sud et l'est du continent. Des pointes Clovis ont été découvertes en nombre extraordinaire à travers tout le Texas. Sur des sites comme le site G, enfoui dans les formations calcaires du centre du Texas, les preuves semblaient accablantes. On y trouvait les outils, on y trouvait les animaux qu'ils chassaient, on y trouvait apparemment les premiers Texans. Le modèle était élégant, comme le sont souvent les bons modèles scientifiques. Il comportait un mécanisme, le pont terrestre. Sa datation était confirmée à plusieurs reprises par l'analyse au radiocarbone. Il possédait une signature matérielle, la pointe Clovis elle-même, et il obéissait à une logique géographique. Partir du nord, se déplacer vers le sud, s'étendre vers l'est et l'ouest, peupler un continent. La datation au radiocarbone a renforcé ce consensus, comme toujours, non pas en prouvant la date d'arrivée des populations, mais en constatant systématiquement la même période de 12-0 à 13-0 ans. Partout où les outils étaient utilisés, les dates convergeaient. Ce schéma semblait confirmer ces données, et une confirmation répétée suffisamment souvent sur un nombre suffisant de sites cesse d'être une simple preuve pour devenir un fait avéré. À la fin du 20e siècle, la théorie de Clovis n'était plus vraiment une théorie. Elle était devenue le point de départ, le fondement sur lequel tout le reste s'était construit. On ne la contestait pas sans arguments solides et données probantes. La discipline s'était ralliée à elle comme le font souvent les disciplines, non par complot ou esprit fermé, mais par la tendance humaine tout à fait normale à cesser de remettre en question ce qui semble avoir déjà trouvé sa réponse. Les premiers Texans ont traversé l'Atlantique depuis l'Asie il y a 13-0 ans. Ils étaient porteurs de la technologie Clovis. Ils furent à l'origine de tout. C'était une belle histoire. Simplement, elle était fausse. Les problèmes ne sont pas apparus d'un coup. Les fouilles ont débuté lentement, à des endroits précis et dans des couches de sol spécifiques, révélant des outils de pierre qui n'avaient rien à faire là. Sur le site G, au centre du Texas, des fouilles menées sous les couches Clovis ont mis au jour des éléments que le modèle ne prenait pas en compte. Des artefacts. Des milliers de lames, de grattoirs et de pointes soigneusement façonnées, différentes de tout ce que l'on trouve dans le répertoire Clovis, ont été enfouis dans des sédiments datant non pas de 13-0 ans, mais de 16-0 ans. Certaines estimations vont même plus loin. Il y a 19-0 à 20-0 ans. Ces dates situent la présence humaine au Texas à une époque où le corridor libre de glace au sud des glaciers n'existait pas, à une époque où le pont terrestre lui-même devenait à peine praticable. Selon le modèle communément admis, personne n'aurait dû se trouver à proximité de ce continent.
Le site de Fridkin, situé juste en amont de Galt, le long de Buttermilk Creek, racontait la même histoire, mais avec encore plus de détails, couche après couche d'occupation pré-Clovis, chacune antérieure à la supposée culture fondatrice, chacune représentant une tradition technologique distincte qui ne devait rien aux outils censés être apparus en premier. Il ne s'agissait pas de précurseurs primitifs. C'était différent. Un savoir distinct, accumulé par des populations qui, de toute évidence, vivaient ici depuis suffisamment longtemps pour développer leurs propres solutions aux problèmes que posait ce territoire. La réaction initiale du secteur a suivi un schéma qui ne vous sera pas inconnu. Les datations ont été remises en question. La stratigraphie a été contestée. Les sceptiques ont fait valoir que, dans les sédiments sableux et peu compacts, les artefacts migrent. Ils s'enfoncent sous l'effet du piétinement. Ils se déplacent sous l'effet de la bioturbation. Un objet trouvé dans une couche ancienne n'est pas forcément un objet ancien. Il peut s'agir d'un objet plus récent qui a migré vers le bas pendant des siècles jusqu'à se retrouver là où il n'avait rien à faire. C'était une objection pertinente. Dans le cas de ces sites, il était également de plus en plus difficile de maintenir ces affirmations à mesure que les preuves s'accumulaient, car si ces outils étaient réellement si anciens, cela impliquait quelque chose que le premier modèle de Cleos ne pouvait pas intégrer. Les personnes arrivant au Texas avant l'ouverture du corridor intérieur devaient emprunter un autre chemin le long de la côte Pacifique, suivant les forêts de Varech vers le sud à bord d'embarcations, génération après génération, ne laissant presque aucune trace, car chaque campement établi le long de cette route se trouve désormais sous 18 à 30 mètres de profondeur. L'absence de preuve n'était pas la preuve de l'absence, mais celle de la montée des eaux. Elle était jeune lorsqu'elle est morte, probablement à la fin de son adolescence ou au début de la vingtaine. Elle était restée sous terre pendant environ 10-0 à 13-0 ans, lorsque les sédiments qui l'entouraient ont finalement fini par la libérer. Préservée par la chimie particulière du milieu côtier texan d'une manière rarissime pour les restes humains de cette période, son corps a été baptisé Liane par les chercheurs. Dès l'examen approfondi de son crâne, un problème s'est posé, auquel le modèle existant ne pouvait apporter de réponse définitive. Son apparence ne correspondait pas aux prédictions de la théorie Clovis Ier. Le profil attendu d'un Américain primitif, selon le modèle des migrants bingiens, présentait des marqueurs squelettiques spécifiques. Visage large, pommettes saillantes, une forme crânienne particulière partagée par les populations d'Asie du Nord-Est et leurs descendants présumés. Le crâne de Liane ne correspondait pas à ce profil. Il était plus long, plus étroit, aux proportions différentes, et elle n'était pas la seule. Partout sur le continent américain, les plus anciens restes humains révélaient le même constat troublant. Luzia au Brésil, la femme de Panon au Mexique, l'homme de Kennewick dans l'État de Washington. Tous ces individus étaient très anciens, et leurs traits physiques ne ressemblaient en rien à ceux de la population dont ils étaient censés descendre. Ce fut l'énigme morphologique qui a hanté les recherches paléo-américaines pendant des décennies. Soit la population fondatrice des Amériques avait été remplacée à un moment donné par un autre groupe, soit les migrants originaux eux-mêmes avaient changé de perspective, profondément différents de leurs descendants, ou bien le modèle entier d'une vague fondatrice unique devait être repensé de fond en comble. Comme on pouvait s'y attendre, l'imagination a devancé la science. Les crânes ont alimenté des théories sur des races disparues, sur d'anciennes migrations européennes, sur un peuplement précolombien des Amériques par des populations sans lien avec l'Asie. L'hypothèse solitaire, selon laquelle des Européens de l'ère glaciaire auraient traversé l'Atlantique et contribué aux premières populations américaines, a suscité un vif intérêt dans le milieu universitaire malgré des preuves qui restaient obstinément minces. Ces crânes semblent exiger une explication, et en l'absence d'explication définitive, presque n'importe quelle explication trouvée dans le public est acceptable. Mais la morphologie, il s'avère, est un outil limité. Les os ne font que décrire l'apparence d'une personne. Elles portent l'empreinte de l'ascendance en traits généraux et imprécis. Elles peuvent induire en erreur, car l'apparence physique évolue d'une génération à l'autre sans que cela ne corresponde clairement à la lignée génétique. Seul l'ADN pouvait éclaircir le mystère des crânes. Et l'ADN, lorsqu'il est finalement arrivé, contenait une surprise de taille. L'ADN ancien se conserve mal au Texas. C'est la première chose à comprendre. La chaleur accélère la dégradation. L'humidité l'aggrave.
Le même climat qui a façonné ce paysage pendant des millénaires nuit inexorablement à la préservation du matériel biologique contenu dans les ossements anciens. Extraire des séquences génétiques exploitables à partir de restes paléo-américains découverts dans le sud des États-Unis exige un travail de laboratoire minutieux, produisant des résultats fragmentaires, des séquences partielles, des données qui doivent être reconstituées et vérifiées avant d'être considérées comme fiables. Il a fallu que la science atteigne un niveau de sophistication très élevé avant que le terrain ne livre des informations significatives. Lorsqu'elle y est finalement parvenue, la première chose que l'ADN a permis de résoudre a été le mystère morphologique. Leanne et les autres Américains primitifs dont les restes contenaient du matériel génétique exploitable se sont révélés être des ancêtres ou des proches parents des populations amérindiennes actuelles. Il ne s'agissait pas d'une vague distincte, ni d'une population de remplacement, ni des vestiges d'une migration antérieure sans lien avec l'Europe ou d'ailleurs. Il s'agissait de la même lignée fondatrice. Si les crânes présentaient des différences, c'est parce que la population fondatrice des Amériques était génétiquement plus diversifiée qu'on ne le pensait. Cette diversité s'est exprimée physiquement au cours des premières générations sur ce continent, puis s'est progressivement redistribuée à mesure que les populations croissaient, se mélangeaient et se stabilisaient pendant des milliers d'années. Cette morphologie différente n'était pas un indice d'origine distincte. C'était la variation naturelle d'un groupe fondateur diversifié, visible dans les os. Mais l'histoire de l'ADN ne s'arrête pas là. Enfouis dans les génomes de restes d'Américains anciens, y compris ceux liés à la population paléo-américaine plus large qui a donné naissance aux premiers Texans, les chercheurs ont découvert quelque chose qu'ils ne cherchaient pas, un signal génétique provenant d'une lignée profondément divergente, ni néandertalienne, ni dénisovienne, bien qu'apparentée de loin aux deux. Une population sans fossiles identifiés, sans culture archéologique nommée, sans restes physiques répertoriés dans le catalogue scientifique connu. Un fantôme dans le code génétique, présent, mesurable, indéniable et totalement inexpliqué. Les ancêtres des premiers Américains avaient croisé cette population inconnue au cours de leur long périple et en avaient conservé la trace dans leur ADN pendant des dizaines de milliers d'années, invisible jusqu'à ce que les techniques de séquençage deviennent suffisamment sensibles pour la révéler. La population fondatrice des Amériques n'était pas un flux homogène de migrants sibériens se dirigeant résolument vers le sud. C'était quelque chose de plus ancien, de plus étrange et de bien plus complexe. La génétique ne se contente pas de révéler l'identité de ces populations. Elle indique aussi la durée réelle de leur périple. Et cette chronologie, examinée avec objectivité, est difficile à appréhender. Les premiers habitants des Amériques n'ont pas simplement traversé un pont terrestre pour poursuivre leur route. Les données génétiques suggèrent un voyage bien plus long. Il y a entre 20 et 25 ans, le groupe ancestral qui allait devenir les premiers Américains commença à se séparer des populations asiatiques dont il était issu. Isolés, probablement à Binjia même ou à Refugea, à sa périphérie, ils furent pris en étau entre les glaciers du sud et les populations qu'ils avaient laissées derrière eux à l'ouest. Et ils y restèrent, non pas pendant des décennies, mais pendant des milliers d'années, le temps nécessaire pour que leur génome dérive et devienne distinct. Le temps nécessaire pour qu'ils constituent génétiquement un peuple à part entière avant même de poser le pied sur ce continent. C'est le point de blocage entre Burr et John, et il bouleverse tout. Cela signifie que l'histoire des premiers Texans ne commence pas au Texas. Elle ne commence ni sur le site G, ni le long de Buttermilk Creek, ni sur la côte du Golfe. Tout commence dans les régions glacées du nord-est, au sein d'une population installée aux confins du monde depuis des millénaires, accumulant les particularités génétiques que les chercheurs découvriront plus tard inscrites dans des ossements anciens. Lorsque cette population a finalement migré vers le sud, longeant les côtes ou empruntant des corridors nouvellement ouverts, elle portait déjà en elle des milliers d'années d'histoire distinctes. Et les datations pré-Clovis de Galt et Friedkin prennent soudain tout leur sens. Il y a 16 ans, 19 ans, des populations vivaient au Texas avant l'ouverture du corridor intérieur, car elles ne l'empruntaient pas. Elles descendaient la côte, campement après campement, génération après génération, le long d'un littoral désormais entièrement submergé par la montée des eaux. Songez aux implications que cela a pour les données archéologiques.
Les preuves les plus anciennes et les plus directes de leur arrivée, les foyers, les abris et les outils dispersés des premiers Texans côtiers, reposent actuellement sous le golfe du Mexique, à 18 mètres de profondeur, à 30 mètres, hors de portée de toute fouille, probablement irrécupérable à jamais, soit 3 fois la durée qui nous sépare de l'Empire romain. Imaginez-vous au tout début. C'est le temps qu'ont pu durer les premiers habitants du Texas avant que quiconque n'y laisse une trace qui nous soit parvenue. Ces 15 ans d'histoire ont tendance à rendre le passé inaccessible, lointain, comme s'il appartenait à une autre histoire. Mais l'ADN, lui, ne tolère pas cette séparation confortable. Ici, non. Les peuples autochtones du Texas, les Caddo, les Tonkawa, les Karankawa, les Jamano, les Comanches et les dizaines d'autres nations dont l'histoire est intimement liée à ce paysage ne sont pas de simples spectateurs de cette histoire scientifique. Ils en sont la continuation vivante. Le lien génétique unissant les communautés autochtones modernes à la population fondatrice paléo-américaine n'est pas métaphorique. Il est biologique, mesurable, inscrit dans le même code que celui extrait par les chercheurs d'ossements anciens et séquencé dans des laboratoires situés à des milliers de kilomètres des côtes texanes. Cette continuité n'a pas toujours été respectée par la science qui prétend l'étudier. L'histoire des recherches sur l'ADN ancien des restes autochtones des Amériques est indissociable de celle du prélèvement, de l'étude et de l'interprétation de ces restes sans consentement, sans autorisation et sans la participation des communautés les plus directement concernées. La bataille juridique autour de l'homme de Kennewick a duré près de 20 ans. Elle portait sur un seul squelette. Derrière cela se cachait un schéma bien plus vaste d'institutions traitant les ancêtres autochtones comme du matériel de recherche plutôt que comme des personnes ayant des descendants vivants et capables de contribuer à la narration de leur histoire. Ce qui a transformé la science, c'est la collaboration. Des études menées avec une véritable implication des tribus, avec le consentement de la communauté à chaque étape, et en considérant les connaissances autochtones comme des données et non comme un simple ornement, ont produit des résultats à la fois plus complets et plus fiables. La génétique a confirmé ce que les traditions orales véhiculaient depuis des générations. Ces communautés sont présentes dans ce territoire précis depuis bien plus longtemps que ne le reconnaissaient les modèles précédents. Et puis, il y a le signal de cette population fantôme. Cette lignée archaïque inconnue, rencontrée quelque part sur son chemin et transmise par le génome fondateur, n'est pas une simple abstraction. Elle est présente, faiblement mais de façon mesurable, dans l'ADN des Amérindiens d'aujourd'hui. Une rencontre survenue il y a des dizaines de milliers d'années avec une espèce qui n'a laissé aucun fossile, aucun site répertorié, aucune trace physique dans les archives scientifiques est encore détectable chez les personnes vivantes aujourd'hui. Le passé n'est pas figé. Elle est présente, au sens biologique le plus littéral qui soit, dans le génome des populations dont les ancêtres n'ont jamais quitté ces terres, qui étaient là avant la fonte des glaces, avant que la côte ne prenne sa forme actuelle, avant même que quiconque songe à consigner ces événements par écrit. Les premiers habitants du Texas ne formaient pas une simple vague de migrants suivant Megapana vers le sud à travers un isthme. Ils étaient l'aboutissement d'un périple de plusieurs dizaines de milliers d'années, portant dans leur génome la trace de rencontres ancestrales, de migrations côtières et d'un isolement si prolongé qu'il a profondément modifié leur biologie avant même qu'ils n'atteignent ce continent. L'analyse ADN n'a pas permis de raconter une histoire plus simple. Elle en a engendré une plus profonde. Des personnes d'une résilience extraordinaire traversant l'océan, naviguant dans un monde inconnu sans carte, sans métal, ni aucun soutien institutionnel, et construisant quelque chose qui a perduré, non pas dans la pierre, mais dans la biologie elle-même, dans le fil génétique ininterrompu, reliant ces premiers camps côtiers aux communautés vivantes dont les ancêtres n'ont jamais quitté la région. La majeure partie de cette histoire reste encore sous l'eau, en attente. Mais ce qui a déjà émergé suffit à savoir que les premiers Texans n'étaient pas une simple note de bas de page dans l'histoire de l'humanité. Ils en constituent l'un des chapitres les plus anciens, les plus profonds et les plus durables.